Là, ça devrait Bonjour, être bon. Vous pouvez y aller. Bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous et à toutes, et merci de votre présence aujourd'hui. Je suis heureux de vous accueillir pour ce débat numérique exceptionnel avec Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, afin d'évoquer avec vous la loi d'exception sur les éoliennes qui a été déposée en première lecture au Sénat par le gouvernement, qui souhaite, selon ses propres termes, accélérer leur installation. Après avoir supprimé le premier et le second degré de juridiction pour les éoliennes en mer, supprimé le premier degré de juridiction sur les éoliennes sur terre, supprimé l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature, le gouvernement souhaite tout simplement passer en force pour, en définitive, supprimer tous les recours des concitoyens. La loi en projet prévoit plusieurs mesures scélérates et particulièrement attentatoires aux grands principes du droit. Selon le texte déposé, les juridictions n'auront plus la possibilité d'annuler les autorisations d'exploiter éoliennes, mais devront se contenter de faire corriger par l'exploitant d'éoliennes les anomalies qu'elles découvrent dans le dossier. La loi montagne ou littoral pourra être bafouée ou outrepassée pour installer soit des éléments de logistique des éoliennes ou des panneaux solaires, soit même des éoliennes. Alors que de nombreux feux de forêt ont conduit à une multiplication du harcèlement de communes pour les installateurs de panneaux solaires en France, on ne peut être qu'inquiet du sort de notre patrimoine protégé par ces lois qui ont permis leur préservation face à l'industrialisation de notre montagne ou de notre littoral. La loi prévoit que les atteintes aux espèces protégées pourront être multipliées dans la mesure où les installations d'éoliennes seront considérées comme d'intérêt général majeur. On ne peut être que saisi d'effroi par cette mesure écocide qui consiste, au nom de la préservation de la nature et de la planète, à envisager la destruction d'espèces animales protégées. On a en mémoire que ce Conseil national de la protection de la nature, à autorité du ministère de l'écologie, avait donné un avis très défavorable pour l'atteinte aux espèces protégées des éoliennes prévues entre Yeux et Noirmoutier, et un autre avis très négatif sur les impacts cumulés des éoliennes prévues au large des côtes françaises pour le monde animal. Autre mesure controversée qui consiste à indemniser les habitants à proximité des éoliennes. Si c'est une reconnaissance que les éoliennes créent des nuisances auprès de nos concitoyens, les Français ne veulent pas de recevoir d'indemnité, alors que ce qu'ils souhaitent tout simplement, c'est l'amélioration de leur cadre de vie et surtout la préservation de la valeur de leur patrimoine immobilier. Tout cela est édifiant et on ne peut être qu'effaré de voir un gouvernement ayant des prétentions écologiques vouloir à ce point détruire des pans entiers de la protection de notre environnement. Il y a quelques années, au moment de la promulgation de la loi Brottes, un avocat célèbre de la filière éolienne nous avait dit sur son blog « La victoire, c'est la victoire des éoliennes sur le droit ». Nous sommes bien en train d'assister non pas à une victoire des éoliennes sur le droit, mais bien à une sorte de totalitarisme éolien, une dictature verte qui, au nom de la lutte écologique, prévoit des atteintes graves aux droits fondamentaux et à la préservation de notre patrimoine naturel. C'est pourquoi je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les participants, que les choses soient bien claires. Et mes livres en dévoilent les raisons profondes et documentées. Je plaide personnellement pour l'arrêt définitif en France de toute installation intermittente d'éoliennes maritimes ou terrestres, et je pense que c'est une erreur de persister dans cette voie sans issue. Sans dogmatisme, avec des éléments sourcés, documentés, il est incontestable que nous allons assister dans les années qui viennent à la fin des éoliennes, en tout cas pour ce qui est de la France. C'est d'ailleurs ce que précisent les sondages, puisque 72% des Français et des sondés disaient récemment dans un sondage de Opinionway que 72% des Français voulaient le démantèlement des éoliennes. Et tout récemment, la directrice générale d'Engie, Madame MacGregor, a précisé que désormais le mot éolienne était devenu un gros mot. La fin des éoliennes est incontestablement dans le sens de l'histoire, mais nous sommes pragmatiques. La décision politique est un art du compromis, de la négociation et de la prise en compte des intérêts parfois divergents.
C'est pour cette raison qu'il est intéressant de voir et d'étudier comment cette loi, il est possible d'en atténuer les effets délétères des éoliennes. Et c'est la raison d'être de ce débat numérique. Après avoir donné la parole au président Retailleau, je laisserai Jean-Louis Buttré, président de la Fédération Environnement Durable, de réagir pendant 5 à 10 minutes. Puis je poserai les questions qui m'ont été remontées, car il est techniquement impossible de laisser la parole avec si peu de temps. Je précise enfin que nous travaillons avec toutes les forces politiques de notre pays, sans exception, sur un sujet énergétique dont nous appelons d'ailleurs à une union nationale. Bruno Retailleau, afin de vous présenter aux participants, il me paraît important de rappeler en préalable les grandes lignes de votre parcours politique. Votre engagement politique est intimement lié à la Vendée. Vous avez été président du Puy du Fou et vice-président du Mouvement pour la France. Vous avez été député puis sénateur de Vendée, où vous l'êtes d'ailleurs depuis 2004. Vous l'avez été avec mon ami feu le sénateur Jacques Oudin, notre regretté ami qui luttait à nos côtés pour lutter contre les éoliennes entre Lieu et Noirmoutier. Vous avez d'abord été président du Conseil général de Vendée en 2010, puis président du Conseil régional des Pays de Loire en 2015. Donc, c'est un sujet, l'éolienne, que vous connaissez. Parmi vos engagements politiques marquants, vous avez été hostile au traité de Maastricht et au traité de Lisbonne. Et pour donner suite à la catastrophe de l'Erika, vous avez œuvré pour faire inscrire dans le Code civil le principe de réparation du préjudice écologique. Vous avez rejoint l'UMP en 2012 et vous devenez en 2014 président du groupe Les Républicains au Sénat, à savoir le plus important groupe politique de la Chambre parlementaire représentant les acteurs des collectivités locales. Je me précise qu'au moment de l'appel d'offres en 2013, vous avez été, en tant qu'élu vendéen, favorable aux éoliennes entre les îles Dieu et Noirmoutier. Et c'est pour cette raison, pour votre parcours politique, mais aussi en tant que président du groupe politique qui va jouer un rôle prédominant au Sénat pour la loi d'exception renouvelable voulue par le gouvernement, que je suis heureux aujourd'hui de vous accueillir pour ce débat exceptionnel et inédit, lors duquel vous allez vous exprimer devant les Français qui aujourd'hui souffrent des installations d'éoliennes, en mer ou terrestre, qui dénaturent leur cadre de vie, détériorent leur santé et détruisent leur paysage. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je vous remercie de nous donner votre position sur cette loi qui vous a été soumise par le gouvernement. Merci beaucoup. Merci Fabien Bouglet et merci à celles et à ceux qui sont branchés. Je voudrais quand même, avant de partir sur cette loi, parce que partir sur cette loi uniquement en déconnectant le texte de la stratégie énergétique, c'est en réalité suivre le péché initial du gouvernement. Je voulais un moment rapidement, mais faire un point plus général sur le contexte. Pourquoi? Parce que le 1, je veux rappeler que sans énergie, il n'y a pas d'économie et que le 21e siècle a besoin d'électricité. L'électricité sera au 21e siècle ce que les énergies fossiles ont été au 20e siècle. Première chose. Deuxième chose, pourquoi est-ce que je veux prendre un peu de champ? Je vais parler de ce texte sur les énergies renouvelables. C'est que le gouvernement a imposé au Parlement une vision parcellaire, une vision à la découpe. Puisque je vous rappelle qu'au mois de juillet, il nous a fait délibérer d'abord sur la réouverture de Saint-Avold, centrale à charbon, 2, sur un terminal flottant gazier qui va servir pour importer du gaz de schiste américain, 3, on a désormais les énergies renouvelables comme texte, ensuite 4, on aura dans quelques semaines ou quelques mois un texte sur le nucléaire et en réalité la vision globale, c'est-à-dire la stratégie qui devrait tout articuler, on ne l'aura que dans le meilleur des cas, au printemps prochain. Donc, c'est ce que je conteste, moi, formellement. Première chose, on aurait dû avoir d'abord la stratégie, le cadre général, plutôt que d'avoir des textes qui découpent en réalité une vision. Deuxième chose, il faut dénoncer les 10 années d'errement de François Hollande et surtout d'Emmanuel Macron. Voilà. Il y a un échec, moi devant la Première ministre, j'ai parlé plus d'échecs de notre politique énergétique, mais de Waterloo. Waterloo parce que les deux signes les plus patents, c'est au moment où on a fermé Fessenheim, on va ouvrir une centrale à charbon et on va ouvrir un terminal méthanier qui va importer, comme je le disais il y a quelques instants, du gaz de schiste. Donc ça,
C'est incroyable. Et aujourd'hui, pour donner la mesure de ce Waterloo, c'est que nous produisons actuellement l'équivalent en électricité de ce que nous produisions il y a plus de 30 ans. Un grand bond en arrière d'une trentaine d'années, alors que nous avons des millions et des millions de Français en plus et que les usages pour l'électricité sont en train de se multiplier. Donc, on a en réalité cassé cette filière, et notamment la filière énergétique française qui était basée sur le nucléaire. Et si on l'a cassé pour deux raisons. Pour des raisons politiciennes et pour des raisons idéologiques. Les raisons politiciennes, rapidement, c'est simplement le premier accord entre le PS et les Verts, Mme Duflot et Mme Aubry, pour permettre à M. Hollande d'accéder au pouvoir. On est en 2012. Et Emmanuel Macron a fait la même chose avec l'éphémère ministre de l'écologie qui était M. Hulot. C'est la filière nucléaire qui a été sacrifiée sur l'autel des petits calculs politiciens. Ça, c'est la raison que j'appelle la raison politicienne. Il ne faut pas aller chercher d'autres raisons que celle-là. Il y a une autre raison quand même. C'est une raison idéologique qui tient à l'Europe, puisque l'Europe a une vision ultralibérale depuis une vingtaine d'années du marché de l'électricité, du marché de l'énergie. C'est l'Europe qui a contraint notamment la France à la dérégulation, ce qui n'a aucun sens puisqu'on a créé un mécanisme que vous connaissez pour alimenter des producteurs alternatifs qui n'étaient producteurs de rien du tout d'ailleurs avec l'AREN, c'est-à-dire qu'on a progressivement appauvri EDF, qui était là encore un de nos fleurons nationaux, par ce mécanisme où on lui demandait de subventionner des concurrents qui ne produisaient pas le moindre électron d'ailleurs d'énergie et d'électricité. Donc là, il y a une responsabilité européenne. Responsabilité toujours dans la décennie suivante pour tenter de démembrer EDF. Je vous rappelle qu'au moment où je vous parle, EDF ne sait toujours pas à quoi s'en tenir sur les concessions hydroélectriques. Or, l'hydroélectricité fait partie du bouquet d'énergies renouvelables qui sont pilotables et qu'on devrait promouvoir. Mais ça fait depuis 10 ans qu'il y a une épée de Damoclès qui repose sur la tête d'EDF et du coup EDF n'a pas consacré les investissements suffisants qu'il lui fallu consacrer dans la mesure où il y avait une incertitude sur le plan juridique. Et puis aujourd'hui, troisième incohérence idéologique, la tarification notamment d'électricité qui est totalement liée et c'est une aberration en France puisque en temps normal on a à peu près moins de 7% de notre électricité qui est fabriquée à partir du gaz, mais connecter, faire du prix du gaz l'essentiel du prix de l'électricité, c'est stupide dans la mesure où on le voit bien avec le tsar rouge, avec l'Ukraine, on a un prix de l'électricité qui est très dépendant des circonstances internationales. Donc tout ça est une stupidité. Donc si vous voulez, on en est là, on a massacré cette souveraineté énergétique qui est fondamentale. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a exprimé quand je parle de l'aspect politicien européen lorsqu'il a voulu, il y a quelques semaines, justifier l'abandon de Fessenheim. Il a dit que Fessenheim était sur la frontière avec l'Allemagne, que l'Allemagne avait choisi un autre modèle et qu'il fallait donc, si j'ose dire, s'aligner sur la politique allemande. Ça, c'est l'inverse de la souveraineté, dans la mesure où, malheureusement, depuis à peu près 11 ans, l'Allemagne a fait une erreur stratégique, mais qu'elle a imposée au reste de l'Europe. Et nous, vous voyez, c'est toujours pareil. Nous sommes naïfs, nous défendons les intérêts européens en oubliant de défendre les intérêts français, alors que l'Allemagne fait l'inverse. Elle n'a jamais, dans cette affaire, cessé de défendre les intérêts allemands. Et on voit bien aujourd'hui, dans les négociations européennes sur le plafonnement du prix du gaz, qu'il n'en est rien en tout cas de la défense de l'intérêt français par rapport à l'intérêt que défend l'Allemagne, l'intérêt allemand. Alors, moi je pense, pour revenir à notre sujet très clairement, ce qui va, comment dirais-je, être la colonne vertébrale de nos interventions sur ce texte, mais pas seulement sur ce texte, sur les textes qui vont venir, puisque il va y avoir donc le texte sur le nucléaire et puis enfin la PPE, donc un texte qui sera le cadrage de l'ensemble de la stratégie énergétique pour les prochaines années. Une stratégie, ça suppose l'abandon du en même temps, puisque le en même temps est de l'inconstance.
Or, sur ce genre d'investissement à long terme, il faut avoir une boussole, un cap qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas, je l'ai indiqué, c'est la raison pour laquelle il nous a amenés à délibérer précipitamment avec un examen à la découpe de la stratégie énergétique française. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, notre stratégie énergétique doit jouer sur les 3 leviers. Il y a l'affaire de la tarification, il y a l'offre et la demande. L'offre, c'est la production. Si l'électricité en France aujourd'hui est chère, c'est parce qu'on ne produit pas assez. Et je pense que les énergies intermittentes non pilotables ne peuvent pas être la solution. Et troisième élément, la consommation. Un mot sur le tarif. Moi, je suis pour la déconnexion, mais au-delà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir, y compris sur la possibilité de faire sans idéologie, notamment européenne, sur la concurrence pure et parfaite. Je vous en donne un seul exemple. Les contrats longs, je pense que dès que le pic tarifaire sera derrière nous, il faudra autoriser EDF à conclure des contrats longs avec nos entreprises. Pourquoi est-ce que EDF ne le faisait pas? C'est parce qu'on estimait que c'était une entorse à la concurrence. Je donne ce simple exemple pour montrer que les aspects idéologiques, on doit les écarter résolument et qu'en matière de tarification, il faudra prendre des décisions rapidement. Je l'ai fait d'ailleurs, je l'avais indiqué lorsque, au tout début du mois de juillet, ça fait donc 4 mois, j'avais répondu au discours de politique générale de la Première ministre. Je lui avais dit, faisons comme l'Espagne, comme le Portugal, il faut qu'on pense d'abord aux intérêts français plutôt qu'au reste du monde. Ça, c'est très rapidement la stratégie en matière de tarification. Sur la consommation, j'y reviendrai peu, mais il y a un énorme échec. Il y a un énorme échec qui est l'effacement, la politique d'effacement, pas vis-à-vis notamment des entreprises, mais vis-à-vis des particuliers. Puisque en 20 ans, on a divisé par 10 ce qu'on pouvait espérer de cet effacement, faisait 6 gigawatts il y a à peu près 20 ans, et on en fait 0,6. Et je considère qu'avec Linky et avec les nouvelles technologies, en ajoutant un boîtier de façon absolument volontaire vis-à-vis des Français, pas question de s'introduire de façon forcée à l'intérieur des foyers, mais en rémunérant le kilowatt effacé, on peut obtenir des choses extrêmement puissantes, et un certain nombre d'experts pensent que cette stratégie nationale volontaire d'effacement, avec un kilowatt d'effacement rémunéré, pourrait conduire à l'économie, vous voyez, d'environ 3 EPR. C'est absolument considérable. Je le dis quand même parce qu'on ne peut pas réduire la stratégie de la sobriété, comme l'ont dit Madame Borne et quelques autres, au Tancarville ou au col roulé. Ce n'est pas suffisant. On a les moyens de faire beaucoup mieux. Il y a 20 ans, on faisait beaucoup mieux. Franchement, moi qui suis GT-EJP, je suis maintenant Tempo, je n'en suis absolument pas satisfait. C'est des solutions absolument ringardes, et leur ringardise d'ailleurs a amené ces solutions dans le mur avec les résultats que je vous disais. Alors, j'en viens maintenant à notre sujet. J'en viens à l'offre, c'est-à-dire à la capacité de production. Moi, je pense que le principe qui doit nous guider, c'est un principe qui doit nous permettre de produire une énergie qui respecte 4 critères. Elle doit être abondante, elle doit être bon marché parce que c'est un avantage compétitif, notamment pour réindustrialiser la France, abondante, bon marché. Elle doit être évidemment pilotable, et ça c'est tout le problème que nous avons avec notamment les non pilotables et les énergies intermittentes. Et cette énergie, donc à la fois abondante, pilotable, absolument décarbonée, et ça c'est aussi fondamental, ces 4 critères doivent être respectés. La seule énergie qui peut les respecter, ces critères-là, c'est le nucléaire. Par conséquent, nous militons, nous, pour un déplafonnement dans la PPE de l'apport de l'énergie nucléaire, avec un certain nombre de constructions, c'est pas 6, c'est au moins 14 EPR qu'il faudrait lancer très rapidement. C'est bien entendu la prolongation de la durée de vie des centrales sans atteindre totalement,
sans atteindre évidemment les questions de sécurité. Et puis, c'est un certain nombre de dispositifs qu'il faudra voir, par exemple, sur la recherche pour relancer le cycle vertueux Astrid, pour avoir une sorte d'économie circulaire où on pourrait demain faire des déchets nucléaires des nouveaux combustibles. Ça, c'est fondamental. Je le dis, je passe rapidement. Maintenant, quelle est notre vision à nous sur les énergies qui ne sont pas pilotables, les énergies donc renouvelables? Définitivement, ceux qui plaident pour le tout renouvelable, comme ils l'ont fait en Allemagne, comme ils le font parfois en Europe, comme des scénarios ont pu être établis par l'ADEME et d'autres, vendent du vent et vendent du rêve. Je suis pas, alors, je ne suis pas dans une position extrême. Je considère que les énergies renouvelables, on ne doit pas les écarter. Il y a du vent, il y a du soleil, il y a de la biomasse. Je pense qu'il ne serait pas raisonnable de les écarter. Simplement, elles doivent avoir aujourd'hui, elles doivent avoir un rôle d'appoint puisque on ne sait pas stocker l'électricité. Il y a bien d'autres inconvénients plutôt qu'elle procure. Donc là-dessus, je ne suis pas dans une position extrémiste là-dessus. Donc, pour moi, sur les énergies notamment renouvelables, on va donc pousser, puisque pour nous, c'est important, tout ce qui concerne la biomasse, qui a été un peu oubliée par le gouvernement. Vous êtes focalisé sur l'éolien, mais on ne veut pas non plus qu'à flanc de montagne, demain, on puisse voir des panneaux photovoltaïques qui viendraient si j'ose dire, en contrepoint de la loi montagne et de la préservation de nos paysages. Idem sur le photovoltaïque. Alors certes, aujourd'hui, on peut préserver les deux, mais nous sommes très, très réticents à installer du photovoltaïque sur des terres agricoles. Il faut réserver les terres agricoles en priorité. Et d'ailleurs, pour la biomasse, c'est la même chose. Mais il faut réserver la production, enfin les terres agricoles à une production agricole et alimentaire, ça me paraît extrêmement important. Et pour ce qui concerne l'éolien, on va introduire deux verrous dans le texte. D'abord, l'accord des maires, puisqu'on considère, enfin des élus, dès lors qu'il y a une co-visibilité, on pense que si on est démocrate, on ne doit pas avoir peur des décisions des élus. Donc, c'est aux conseils municipaux ou aux conseils intercommunaux d'en décider. Voilà. Ça, c'est le premier point. On veut réintroduire la démocratie dans le système. Et pour ce qui concerne l'éolien en mer, nous sommes favorables, mais uniquement à des solutions flottantes. Je vous rappelle que la première éolienne qui produit aujourd'hui, je la connais bien puisque c'est une éolienne flottante au large de Saint-Nazaire. Elle avait été installée sur un site laboratoire par la région Pays de la Loire à l'époque, mais nous considérons que l'éolien flottant peut être une solution qu'on doit utiliser raisonnablement en lien avec les pêcheurs, bien sûr, et les différents usages, mais je pense qu'à partir de 25-30 000, l'avantage, c'est que non seulement il y a un vent qui est assez régulier, mais l'avantage surtout, c'est l'acceptabilité et la non-co-visibilité. Voilà ce que je voulais dire très rapidement, mais je voulais quand même pas m'empaler uniquement sur le texte, et c'est le problème que le gouvernement aujourd'hui a comme vision, c'est qu'il nous donne des textes, encore une fois, à la découpe, qui ne nous permet pas d'assumer une vision d'ensemble de la politique énergétique. Et sans cette vision d'ensemble, sans une PPE qui sera révisée, on aura des problèmes. Quel sera l'avenir du texte? Je pense qu'après les verrous que le Sénat aura mis, pas sûr qu'à l'Assemblée, on verra d'ailleurs, parce que le gouvernement va chercher avec la gauche et les écologistes une majorité, pas sûr qu'il la trouve. Et par contre, j'ai la certitude qu'il ne pourra pas utiliser le 49.3 parce qu'il n'aura pas, en tout cas, je ne le crois pas, je pense qu'il ne pourra pas gaspiller son droit de tirage 49.3 sur ce texte-là. Vous savez que, juste une petite parenthèse, 49.3, vous l'utilisez comme vous voulez sur les textes budgétaires. Là, il a été utilisé déjà 2 fois la semaine dernière sur le projet de loi de finances et sur le projet de loi de finances sur la sécurité sociale.
Mais les textes budgétaires sont à part, si vous voulez, y compris sur des textes rectificatifs de loi de finances, ils peuvent avoir le 49.3. En revanche, quand ce n'est pas un texte budgétaire comme celui-ci, le gouvernement ne peut utiliser le 49.3 qu'une seule fois par session. Or, nous sommes dans une session ordinaire qui a commencé début octobre et qui s'achèvera à la fin du mois de juin. Donc, vous vous rendez compte, il ne pourra pas utiliser ce 49.3 sur ce texte-là parce qu'il lui restera bien d'autres textes qui seront importants pour lui. Je pense au texte sur l'immigration, mais je pense à beaucoup d'autres textes. Là, les retraites, je ne sais pas s'ils feront un PLFSSR, donc rectificatif, plus un autre texte de loi, mais en tout cas, je pense qu'ils ne pourront pas utiliser le 49.3. Donc, il faudra surveiller le passage à l'Assemblée où, dans mon analyse, les choses sont très loin d'être faites. Voilà, très rapidement. Pardon, hein, j'ai voulu élargir mon propos parce que je pense qu'on ne peut pas parler de ce genre de texte sans avoir une vision un peu globale de ce que devrait être demain, le plus rapidement possible, la stratégie énergétique de la France. Merci infiniment, monsieur Retailleau, de nous avoir dressé ce panorama général. Je vais, avant de vous poser les questions plus précises qui m'ont été transmises par des personnes dans toute la France, je vais laisser Jean-Louis Buttré, qui est président de la Fédération Environnement Durable, qui représente 1800 associations en France, vous donner sa position et donner la position de la Fédération Environnement Durable sur le sujet. Et après, on passera aux questions pour rentrer un petit peu dans les détails de ce que vous avez évoqué. Jean-Louis. Bonjour. Il n'y a pas de son. Jean-Louis, nous n'avons pas de son. Ah. Ah. Jean-Louis? Ah. Alors, en attendant qu'on règle la question… Je ne l'entends pas, moi non plus. Hein. Vous l'entendez? Vous entendez le président Buttré? Est-ce qu'il entend? Monsieur le Président, vous m'entendez ou pas? Marguerite, oui, il y a Jean-Louis Buttré que l'on n'entend pas. Faut mettre votre micro, faut mettre ton micro, Jean-Louis. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est bon. Ah, l'informatique est toujours un peu surprenante. Bien, je vais répondre sur 2 points. Autant, j'allais dire, la Fédération Environnement Durable est totalement d'accord sur votre politique générale concernant l'électricité. Du reste, vous savez, les Français, c'est très simple. Hein. Ce qu'ils constatent, c'est qu'en 2000, il y avait une électricité qui était fiable, abondante, qu'on exportait et finalement qui était très bon marché. Aujourd'hui, on est à la veille de l'hiver 2022. On est dans une situation absolument dramatique. On va manquer d'électricité. On a même peur d'avoir des blackouts. Et franchement, personnellement, je suis persuadé qu'on va en avoir. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la France, le système électrique français a été complètement mis par terre, a été détruit. Et tout ça, ça vient en effet d'accords, disons, franco-allemands, où la France a été d'une faiblesse absolument énorme. On a vraiment tué EDF. Et c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut remonter très vite. D'abord, faire marcher ce qui peut encore marcher et remonter très vite dans le nucléaire des installations fiables, parce que c'est la seule façon d'assurer un avenir énergétique à la France. Donc sur là, Astrid, juste un mot sur Astrid. Vous, quelle est votre position? Parce que c'est pas toujours évident par rapport aux interlocuteurs. Écoutez, vous savez, les Français, je vous dis, ce qu'ils constatent, hein, c'est le bilan. C'est un bilan catastrophique et malheureusement, j'allais dire, ce bilan, il est dû aux énergies renouvelables. Je suis désolé, mais j'ai été au Grenelle, j'ai fait partie du Grenelle. Même à l'époque, j'étais avec le Giscard d'Estaing. Et si vous aimez, on a vu comment cette idéologie a tué l'industrie française. Donc, on vous soutient à 100%. Par contre, où là vous vous trompez à mon avis, c'est-à-dire sur l'emprise qu'a pris plusieurs énergies renouvelables et surtout l'éolien sur la France.
Et moi, je vais vous parler, j'ai peu de temps, simplement de l'éolien terrestre. L'éolien terrestre, c'est quoi? C'est actuellement 9000 machines qui ont été mises, c'est des centaines de promoteurs qui écument la France, c'est des communes qui, les unes après les autres, sont prospectées par des gens qui, de toute façon, ont tous les pouvoirs, parce que lorsqu'ils louent un terrain maintenant à 15 000, 20 000, même plus, on entend parler de 30 000 euros par an pour mettre une éolienne, tout le monde va accepter. Ensuite, les communes ont été pauvres, sont appauvries, donc tout le monde, toutes les communes acceptent de recevoir des taxes. Et actuellement, c'est un système inarrêtable si vous ne mettez pas des barrières. Or, vous avez dit une chose qui est bien sûr intéressante, c'est ça semble normal qu'une commune puisse refuser, ça me semble la moindre des choses. Mais quand on voit toutes les autres protections qui auraient pu être mises, au moins pour freiner ça, qui ont été bafouées, on a parlé bien sûr des recours, mais par exemple les questions de distance. Rappelez-vous, les éoliennes terrestres, moi je me rappelle quand ça a commencé, c'était des éoliennes de 130 mètres. Maintenant, ce sont des éoliennes de 230 mètres. C'est toujours 500 mètres. C'est scandaleux. Donc là, vous avez un outil, cette loi, ce projet de loi, si vous voulez pas la refuser. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait la refuser globalement, parce que c'est une loi d'accélération absolument ignoble, qui a été mise par un gouvernement avec des arrêtés à la clé qui finalement, c'est antidémocratique d'une façon incroyable. Mais si vous n'y arrivez pas, vous avez une trousse à outils d'amendements, et dans cette trousse à outils d'amendements, il y a suffisamment de points, mais vraiment évidents, qui peuvent bloquer ce système qui est devenu fou. Aujourd'hui, vous n'arrêterez pas l'éolien terrestre si vous, sénateurs et députés, vous ne mettez pas des barrières beaucoup plus fortes. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont dans le gouvernement. Moi, je les ai vus s'entrer dans l'agence de maîtrise de l'énergie, c'est les mêmes. Ensuite, dans les gouvernements par disons, les ministères de l'environnement. Et finalement, c'est eux qui reproduisent à travers ces systèmes la politique allemande, à travers Bruxelles, à travers nos ministères. On a parlé de l'OFAT. Qu'est-ce que c'est? C'est un office franco-allemand qui se trouve dans le ministère de l'Environnement, payé en grande partie par la France pour faire la politique énergétique et la politique éolienne des industriels allemands. C'est un oubli absolument gigantesque. Pourquoi? Donc, il faut arrêter tout ça. Vous en avez l'occasion et j'espère franchement que vous le ferez. Et là, vous aurez le soutien de toutes les... Vous savez, la Fédération Environnement Durable, c'est 1700 associations de citoyens vraiment ruraux. Ça couvre la France. On estime qu'en période, disons, actuelle, ça pèse entre 3 et 4% du corps électoral. Donc, c'est pas négligeable du tout. Et on pense que ces gens-là sont furieux. Si vous aimez mieux, tous les jours, je reçois des mails, tel village, mais on vient de m'apprendre qu'il y a 3 nouveaux projets éoliens et ce village va être complètement encerclé. Ça, c'était en Charente-Maritime ce matin. En Vendée, vous avez pu voir comment ça se passait autour du Puy du Fou. Je vous signale. Et là, il y a aussi des luttes pour mettre des éoliennes. On nous appelle, écoutez, on nous appelle actuellement et des élus de votre région pour sauver le Puy du Fou. Je m'excuse, mais enfin, donc, faites quelque chose de fort. Et c'est en ce moment que votre parti peut montrer sa force. Et sur l'éolien, notamment terrestre, il y a d'autres sujets, je pense que vous avez la clé pour faire bouger les systèmes et peser sur le gouvernement. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, Monsieur Butré. Juste un mot. Moi, je pense qu'en donnant le dernier mot aux élus, c'est un sacré verrou, croyez-moi. Je pense que c'est un verrou. Et un verrou qui sera puissant. C'est important. Et la distance, passer une distance plus grande. Pourquoi 500 mètres? Oui, non, mais on peut jouer sur les deux, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Vous devez jouer sur les deux. Je préfère, je pense qu'on devrait surseoir au développement terrestre et se concentrer plutôt sur l'éolien flottant très au large. Oui, tout à fait. On vous soutient là. Je pense que c'est la bonne après. Enfin, faites attention aussi, hein, parce que le photovoltaïque, il peut y avoir. Moi, j'en avais autorisé, mais sur des anciennes décharges d'ordures ménagères, bon là, ça pose pas de problème. On a des millions de mètres carrés sur des toits industriels qui sont plats. Il faut vraiment privilégier ça. Il ne faut pas qu'on mange notre surface agricole utile avec ça.
Je voudrais revenir sur ce point parce que j'ai déjà vu passer des amendements, notamment du sénateur Denis Colai, et j'avais vu il y a quelques années donc la sénatrice Anne-Catherine Loisier qui avait déposé un amendement de la règle H10 qui est 10 fois la hauteur des éoliennes. C'est-à-dire que comme il y aurait une zone d'exclusion pour les éoliennes à 30 000 des côtes, nous, ce que l'on préconise pour assurer la préservation du cadre de vie de nos concitoyens, c'est de prévoir, et on est très favorable à l'amendement d'Anne-Catherine Loisier, qui était un amendement ancien, et à celui de M. de Nicolaï. On pense qu'il est insuffisant. Je crois que c'est le même. Je me souviens plus de celui d'Anne-Catherine, mais je pense que c'est les mêmes. Hein. Je pense que c'est pratiquement la même rédaction. Alors, c'est la même rédaction, mais Anne-Catherine Loisier avait prévu 10 fois la hauteur des pales. Alors, je ne sais pas si elle a maintenu dans cette loi-là. 10 fois la hauteur des éoliennes pales comprises, c'est-à-dire qu'il y a une zone d'exclusion d'une distance égale à 10 fois la hauteur de l'éolienne pale comprise. Et monsieur le sénateur Nicolaï, a déposé un amendement que j'ai vu pour la loi de 7 fois la hauteur des éoliennes pales comprises. Donc, on a 3 fois de moins, entre guillemets. Enfin, pas 3 fois, mais on a 30% de moins par rapport à celui des 10 fois la hauteur des éoliennes. C'est un amendement qui avait été porté par Jean Germain, député socialiste, il y a des années, avant qu'il décède, et qui est voulu par beaucoup de collectivités territoriales parce qu'il permet d'éloigner les éoliennes. Alors, on était quand même, il y a 10 ans, dans des éoliennes à 100 ou 130 mètres de haut. Maintenant, pour les éoliennes terrestres, on arrive à des éoliennes terrestres à 240 mètres de haut. Donc, imaginez à 500 mètres d'une habitation. C'est pour cette raison que les éloigner en fonction de la hauteur des éoliennes, ça a du sens. Couplé avec ce que vous avez dit, qui est, à mon avis, essentiel, qui est effectivement la réappropriation politique des communes, puisque moi, j'ai fait beaucoup de conférences dans la France entière auprès de concitoyens, et il y avait souvent la présence des élus. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même une atteinte grave à la libre administration des collectivités territoriales lorsqu'on a supprimé la possibilité aux communes de s'opposer réellement politiquement à ces éoliennes. Bien, juste un mot politique. Il faut savoir qu'en plus, c'est une mesure qui n'est pas attaquée par les autres partis. Je veux dire, les écologistes, qui peut dire on essaie de protéger des gens et c'est pour, si vous aimez mieux, c'est vraiment le lobby. C'est le lobby qui a réussi à s'incruster, à finalement faire en sorte que ça n'ait pas bougé depuis des années. Mais je vous assure, quand on discute avec des écologistes de terrain, et on en a dans nos fédérations, mais ils comprennent. Le français normal qui n'y connaît rien dans l'éolien qui habite à Paris, lorsqu'on lui dit ça faisait 130 mètres il y a 20 ans, maintenant ça fait 250 mètres, on veut un peu l'éloigner, on veut l'éloigner des gens, ça semble normal. Donc je vous dis, par contre, ceux qui bloquent, croyez-moi, ils sont dans l'État. Ils sont dans l'État. Il ne faut pas oublier, par rapport à des relations que j'ai, de très très bonnes relations, y compris avec des députés de la majorité. Je préciserai que la majorité, elle est divisée en deux. Les élus ruraux qui ont parfaitement conscience et qui sont avec nous, on va être très clair, et les élus urbains, qui sont par exemple la France Insoumise ou Europe Écologie Les Verts ou la République En Marche, plutôt des centres urbains, qui sont complètement déconnectés de la réalité du monde rural. Et je suis intimement persuadé qu'à l'Assemblée nationale, si vous aviez établi une règle H10 ou peut-être inférieure, si le consensus s'établit pour une zone inférieure, légèrement inférieure, je suis persuadé qu'il pourrait y avoir un consensus avec l'Assemblée nationale, parce qu'il est difficile politiquement de dire, y compris à gauche, ah ben écoutez, on va vous mettre des éoliennes de 240 mètres de haut et on refuse de les éloigner de 10 fois la hauteur des éoliennes. Donc je pense que politiquement, il est tout à fait intéressant de créer un consensus et je suis intimement persuadé que cette zone de distance, elle pourra vraiment créer un consensus avec cet accord des maires. Donc nous militons à la fois pour une distance de sécurité de 30 000 des côtes pour les éoliennes en mer, et pour une distance de sécurité de 10 fois la hauteur des éoliennes pales comprises à compter des habitations. Je voudrais revenir pour vous poser une autre question, parce que lié à la distance, et les Pays de Loire, Monsieur le Président, sont tout à fait concernés par le sujet,
on me signale et on m'a posé la question concernant les potirons. Les potirons, c'est cette exploitation agricole à Nozay où il y a eu la disparition de 450 vaches qui sont décédées, qui sont mortes. Et partout en France, j'ai aussi Valérie Bernardo dans l'Aisne qui a relevé un nombre très important de problèmes de maladies, de troubles de la santé depuis l'installation des éoliennes. Vous avez à Échauffour, dans l'Orne, en Normandie, Fabien Ferreri qui se bat, qui a réussi à arrêter les éoliennes et malgré tout, avec le lobbying des promoteurs éoliens, les éoliennes ont été relancées, ce qui reconduit à des problèmes de troubles de vie. Avez-vous envisagé, dans le cadre de cette loi, une réadaptation du Code de la santé publique en rendant les éoliennes applicables, parce qu'il faut savoir qu'elles sont aujourd'hui soumises à une exception en matière de droit du bruit. Est-ce qu'il est possible de les rendre, au travers d'un amendement, soumises, que les éoliennes soient soumises au Code de la santé publique en matière de pollution sonore? Avez-vous eu des éléments de réflexion sur ce thème? Faudra que j'en parle à Didier Mondelli, hein, qui est le rapporteur. À ce stade, j'ai une réunion avec lui demain matin, donc je lui poserai la question. À ce stade, j'ai rien vu passer pour le moment, mais c'est trop tôt pour l'instant. D'accord. Comment vous l'intégrez au Code de la santé publique? On dit simplement que les autorisations d'exploiter prévues à l'article 553.1 du Code de l'environnement, je dis de mémoire, peuvent être annulées par le préfet si les émissions sonores ou si la pollution sonore excède les seuils prévus au Code de la santé publique. En gros, on dit simplement que le promoteur éolien ne peut plus exploiter son éolienne si le bruit est trop élevé, si le bruit est supérieur aux émissions prévues dans le Code de la santé publique. Or, aujourd'hui, il y a une exception en matière d'éoliennes, c'est-à-dire que ce n'est plus le droit de la santé publique, vous avez un seuil supérieur. Donc, en fait, les gens vivent dans des conditions très difficiles quand ils vivent à proximité des éoliennes. C'est d'ailleurs pour cette raison que la préfecture de l'Orne avait arrêté les éoliennes la nuit pour que les gens puissent dormir. Fabien, nous avons été auditionnés par la commission du Sénat et nous avons remis des documents, en effet, concernant cette question de santé à la commission du Sénat. Donc, vous trouverez la réponse dans des textes qu'on vous a donnés. Ce que je voulais dire, c'est que l'intégration dans le Code de la santé publique de la question des éoliennes, c'est par la voie des nuisances sonores, c'est bien ça? C'est ça. Et actuellement, on a quel seuil aujourd'hui et quel seuil vous demandez demain? Aujourd'hui, on a un seuil qui n'est pas soumis au Code de la santé publique et qui est un seuil supérieur à une disposition du Code de la santé publique en matière de bruit et de pollution sonore. C'est-à-dire que vous avez un article du Code de la santé publique qui, en matière de bruit et de pollution sonore, établit un seuil auquel on ne peut pas dépasser. Dans ce cas-là, la personne peut être poursuivie, etc. Et ce seuil le seuil de droit commun, si vous voulez, de la pollution sonore, ne s'applique pas aux éoliennes. Donc nous, on demande simplement que, en fait, les éoliennes soient soumises au droit commun du Code de la santé publique et que dans l'hypothèse où les éoliennes ont des émissions de son supérieures aux émissions prévues dans le Code de la santé publique, et bien dans ce cas, on supprime l'autorisation d'exploiter, ce qui oblige d'arrêter les éoliennes et donc le bruit. C'est 50 décibels, c'est ça? Je n'ai plus le chiffre en tête parce que ça dépend si c'est le jour ou la nuit. Le jour. La valeur actuellement, c'est 5 décibels la journée et 3 décibels la nuit. Ça, c'est donc ce que les promoteurs doivent vérifier. En réalité, c'est une mauvaise mesure. Pourquoi? Parce que ce qui importe, c'est pas un bruit moyen à un moment donné, ce sont les crêtes, si vous avez mieux. Et les gens qui tombent malades, c'est parce que justement, ils sont soumis à des crêtes qui sont bien plus fortes que les 3 ou 5 décibels en plus connus. Et actuellement, il y a une étude qui a été lancée du reste par le ministère et nous allons attaquer très probablement la ministre, Madame Runacher, de façon très sérieuse parce que visiblement les premières preuves montrent qu'il y a des conséquences et des gens malades en France. Oui, c'est une étude épidémiologique, excusez-moi,
donc à la fois sur les animaux et sur les êtres humains. Donc c'est une histoire à long terme, mais je demande vraiment de prendre beaucoup de précautions sur ce sujet, parce qu'un jour, ça pourrait déclencher des choses très graves. Alors même à vous voyez, poursuivre des élus qui auraient accepté certaines choses à une certaine époque. Alors, Fabien, il nous reste 7 minutes avec le président Retailleau. Attention. Très bien. Juste une précision aussi qui est importante, pour revenir, après je reviendrai à des enjeux de chiffrage financier, c'est que aujourd'hui, toute la législation ne fixe sur les bruits audibles. Or, vous avez un problème, et je pense que là, ça mériterait même une étude, peut-être sénatoriale, une mission d'information, etc., sur la notion d'infrasons. L'infrason qui sont des sons qui ne sont pas audibles, qui sont produits par les éoliennes, qui créent dans le monde entier ce qu'on appelle le syndrome éolien, et qui aujourd'hui n'existe pas ni réglementairement ni législativement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez aujourd'hui la possibilité d'une atteinte à la santé des gens par les infrasons. Je pense que là-dessus, il faudrait peut-être aussi une commission d'enquête ou une mission d'information, parce que les problèmes sanitaires risquent d'être très importants. J'ai aussi une question donc du CEREME, d'Arnaud Casalis du CEREME, qui a chiffré à 200 milliards d'euros le coût de la politique française en matière d'éoliennes et 80 milliards qui auront été dépensés en pure perte d'ici la fin de la PPE en 2028. Avec un déficit budgétaire français constant et financé par une dette d'un montant incompatible avec la rationalité économique, une balance commerciale sans cesse plus déficitaire, comment peut-on accepter que l'État dépense autant d'argent à des usages dont on sait qu'ils bénéficient aux détenteurs de produits verts sur les marchés financiers internationaux et défiscalisés? C'est une question plus sur comment aujourd'hui, alors qu'on est en crise énergétique, pouvons-nous continuer à financer une politique d'installation d'éoliennes qui participe au déficit de la balance commerciale, puisqu'aucune éolienne ne sont fabriquées en France et qu'on a établi que 45% des éoliennes installées en France le sont à partir de sociétés d'exploitation étrangères. Et pour l'éolien en mer, une grande partie de ces éoliennes en mer appartiennent à des sociétés d'exploitation étrangères. Donc, c'est plus la dimension financière. La réponse, elle est simple. Il faut interrompre tout flux financier, tout subventionnement. Voilà. Parce qu'en plus, ces technologies-là, on le voit d'ailleurs en Angleterre ou dans le nord de l'Europe, elles sont plutôt matures sur le point financier. Donc, je ne vois pas pourquoi on y ajouterait des subventions. La réponse est là. Il faut arrêter le financement public. Nous avons été auditionnés par la Cour des comptes en tant que Fédération Environnement Durable. Nous avons donné plus de 150 dossiers de sociétés éoliennes. Je vous assure que l'opacité, c'est le moins qu'on puisse dire, est hallucinante. Je dis bien hallucinante, et ça mérite même des enquêtes supplémentaires. Donc j'espère que la Cour des comptes va faire un rapport sur tout ce qui a été donné, tout ce que nous avons dit sur toutes ces sociétés. Moi, à l'époque, j'avais proposé dans mon petit livre qui est intitulé, je l'ai écrit il y a 18 mois, plus de 18 mois d'ailleurs, Renault encore de l'électricité, de la lumière en hiver. J'avais proposé qu'on bascule ces financements-là, qu'on arrête les financements d'éoliens, etc., et qu'on les bascule notamment sur les passoires énergétiques et notamment pour équiper les 3 millions de ménages qui sont encore au fioul, etc., en pompe à chaleur pour décarboner le mode de chauffage. Tout à fait. Alors, j'ai une dernière question de René. Vous êtes candidat à la tête de la présidence des Républicains et les adhérents ont jusqu'au 3 novembre pour s'inscrire. Si vous êtes élu, vous jouerez un rôle important dans la ligne politique de ce parti. Or, jusqu'à présent, on n'a pas une ligne claire sur le sujet. Récemment, dans une tribune du Figaro, certains de votre parti, les Républicains, ont précisé « Notre famille politique n'a jamais été hostile par principe à l'éolien ». Mettrez-vous en place une véritable doctrine plus ferme sur le sujet des éoliennes si vous êtes élu président des Républicains? C'est la vraie question. On a des membres, des camarades qui sont… Là, il faut répondre oui ou non. C'est pas… Là, on cherche oui ou non. C'est très facile. Première chose, il n'y a pas que sur ce sujet que les Républicains ne sont pas audibles et sont divisés. Donc, mon job à moi, ce sera d'imposer une ligne. Et bien sûr, on portera cette ligne-là de façon très, très ferme. Je pense que l'objectif… Alors, jamais… Attendez, je veux tromper personne. Je ne m'engagerai pas dans une ligne qui consiste à dire c'est 100% du nucléaire et zéro énergie renouvelable. Ça, je ne veux pas le promettre.
Donc, je ne veux pas vous tromper sur les marchandises, très franchement. Mais moi, ce que je pense, c'est d'abord le nucléaire, l'hydroélectricité, comment dirais-je, l'éolien en mer, mais uniquement et certainement pas 50 parcs, c'est de la folie, c'est absolument de la folie, et sur de l'éolien flottant. Moi, je serais favorable à une moratoire sur le terrestre et pour aller plus loin, comme je l'ai dit, stopper les financements publics là-dessus. Je suis plutôt favorable, moi, à des petits projets sur comment dirais-je, sur la biomasse, à condition qu'on n'utilise pas, là encore, des produits agricoles pour mettre dans les machines, si j'ose dire, à produire du méthane, etc. Et donc, voilà, c'est ma ligne de pensée, c'est celle qu'on aura donc à LR si demain je suis élu, pour revenir à une politique qui a fait le bonheur de la France. Moi, je considère que ma ligne, c'est la souveraineté. Ma ligne, c'est la souveraineté, que ce soit la souveraineté alimentaire, mais aussi la souveraineté énergétique, la souveraineté militaire, la souveraineté sur les médicaments. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de paracétamol, enfin, s'il y a du paracétamol, mais il est contingenté. Donc, on ne pourra revenir sur une souveraineté qu'à la condition qu'on relance une grande filière nucléaire, et ce sera le nucléaire pour les 3/4 qui assurera demain notre compétitivité, mais surtout une électricité qui sera peu chère et qui assurera, j'espère bien, à la France la prospérité dont nous avons tous besoin. Je crois qu'on va s'arrêter là puisque votre temps est précieux et qu'on a presque fini. On avait prévu à -5. Pierre, je crois que tu avais un point à ajouter. Oui, non, mais très rapidement, parce que tout a été dit. Pierre, est-ce que je peux te laisser conclure? Oui, allez-y. Vas-y, Bruno. Merci, Monsieur le Président. Bruno Retailleau, merci de votre présence et je pense que cet exercice inédit sera particulièrement apprécié de tous ces Français qui souffrent aujourd'hui de ces questions, et on sera particulièrement attentif aux résultats des travaux parlementaires au Sénat. On peut vous garantir qu'on va les décortiquer, et on vous remercie de l'attention et de l'intérêt que vous présentez à nos propositions. Merci à Jean-Louis Buttret, merci à tous. Merci. Merci Bruno. Oui, donc 1 minute pour un mot. Moi, je suis Pierre Danon, un entrepreneur français. Je suis le conseiller stratégique de Bruno Retailleau. Je le connais depuis 10 ans et je l'apprécie beaucoup. Et vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui va en profondeur sur tous les dossiers, quels qu'ils soient. Et c'est quelqu'un qui a à la fois la fermeté des convictions, mais aussi un peu de rondeur. Et c'est pour ça que depuis 7 ans, il a gardé le groupe parlementaire LR au Sénat tout uni, parce que vous avez vu que c'est quand même quelqu'un qui a, tout en ne reniant pas ses convictions, qui sont fermes et fortes, il a la capacité d'emmener tout le monde derrière lui. Donc je pense que c'est quelqu'un de vraiment bien. On a besoin de ce genre de personnes au Parti républicain, et puis peut-être après pour d'autres destinées. Et donc, pour tous ceux que ça a intéressé, je me permets de vous dire, avant le 3 novembre, vous pouvez beaucoup nous aider, puisque cette bataille pour la présidence du parti va être très serrée entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Et j'espère que vous avez vu que l'homme est, je pense, l'homme qui peut convenir au parti et à la France. Je vous remercie infiniment et je vous promets, à titre personnel, de travailler à fond sur cette question des distances. Je lui avais mis dans le brief sur le terrestre. Et c'est peut-être le seul sujet sur lequel on n'a pas entendu un oui vraiment massif et fort, comme je suis sûr que vous auriez aimé. Donc, j'ai bien vu et comptez sur moi pour travailler ce sujet-là d'arrache-pied avec Fabien. Merci beaucoup. Du reste, Pierre, merci beaucoup d'avoir participé à l'organisation de ce webinaire. Merci beaucoup. On sera évidemment très attentif à tout ce qui va ressortir de ces travaux. Ce qui est particulièrement, et ce que je retiens, c'est d'abord le souhait qu'a émis et d'avoir accepté cette proposition de discuter avec les Français, ce qui est un exercice assez inédit finalement, de s'exprimer, puisqu'on a probablement eu des personnes de toute la France. Je pense que la prise de conscience, et c'est un début de prise de conscience, mais il faut qu'elle aille encore plus loin. Et je vois dans cet événement d'aujourd'hui une main tendue aussi pour dialoguer plus en force avec
bien le nouveau parti tel qu'il va sortir des élections de votre parti. Et donc, nous nous réjouissons de l'écoute qui a été faite aujourd'hui, même si, évidemment, tous ensemble, nous, les anti-éoliens, sommes de tout parti politique, de droite, de gauche, d'extrême droite pour certains et d'extrême gauche. Donc là-dessus, à partir de ce postulat, on discute avec tout le monde et on était vraiment ravis d'avoir cet échange avec vous. Et puis Pierre, merci de ton intervention auprès des Républicains pour ce sujet, pour lancer les alertes sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci à tous de votre participation. Merci Jean-Louis Butré. Merci. Et merci à tous vous qui avez participé. Vous pouvez aussi compter sur moi, compter sur Jean-Louis pour nous battre à vos côtés concernant cette loi. Nous serons attentifs évidemment aux résultats au niveau du Sénat, mais aussi après dans le travail au niveau parlementaire au législatif. Et comme d'habitude, comme je le dis, on ne lâche rien et on va gagner sur le sujet. Merci beaucoup de votre attention et merci de votre présence. À bientôt. Au revoir.